Bonjour à toutes et à tous, Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver pour la 3e saison de votre émission Les engagés de l'innovation sociale, portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Salah. Comme vous le savez, notre émission est dédiée aux acteurs de l'écosystème du développement social et elle a pour but d'alimenter un débat constructif autour de l'innovation sociale et son rôle dans le développement socio-économique du Maroc. Lors des épisodes précédents, nous avons abordé la place de l'innovation sociale dans les politiques publiques et le rôle des médias et des créateurs de contenu dans la diffusion de la culture de l'innovation sociale. Aujourd'hui, nous rendons un hommage particulier aux femmes et aux hommes socialement engagés, celles et ceux qui se mettent volontairement dans des dynamiques nationales, régionales ou locales, visant le progrès social sous ses différentes formes. Nous posons également la question, ces femmes et hommes de l'innovation sociale, qui sont-ils et que font-ils? Et avec nous, pour en débattre sur le plateau des engagés, Madame Aziza Mahil, bienvenue. Merci Ayman. Merci d'être là. Madame Mahil, vous êtes professeure-chercheur à l'Université Hassan II, faculté de Ain Sba, chercheur associé également au Centre de recherche Economia HEM, chaire Innovation sociale. Exact. Merci. Merci. Nous avons également avec nous Sidi Mohamed Azri, bienvenue. Oui, enchanté. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Sidi Azri, vous êtes vice-président du groupe AMH et enseignant-chercheur à l'Université Hassan II, faculté de Benmsik, coordinateur de la licence professionnelle des accompagnateurs sociaux. Sion Souazri également avec nous. Merci beaucoup, Ayman. Bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. Sion Souazri, vous êtes entrepreneur, fondateur également et dirigeant de Ecodom Maroc, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Donc aujourd'hui, le débat va être un débat riche et stimulant. Restez attentifs, mesdames et messieurs, également avec des call to action pratiques en fin d'émission pour inspirer des actions concrètes en faveur de l'innovation sociale. Et la première des choses avec lesquelles je veux démarrer, et je démarre avec vous, Madame Aziza Mahil, lorsqu'on dit qu'un homme ou une femme est socialement engagé, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les traits de caractère? Quel est le profil type de quelqu'un qui est socialement engagé en général? D'accord. Donc déjà le profil d'un entrepreneur ou d'un innovateur, ça date pas d'hier, c'est une histoire qui est ancienne, ancestrale. Si on remonte dans le temps, déjà Schumpeter, dans les années 30 du siècle dernier, en 1930, quand il essayait d'élaborer sa théorie de l'évolution économique, il a dépeint un personnage, celui de l'entrepreneur innovateur. Donc cet entrepreneur, pour Schumpeter, il est caractérisé par son audace, le fait de prendre des risques, mais surtout le fait qu'il va combiner de nouveaux moyens de production pour pouvoir offrir un produit, un service dans l'économie qui permettra à cette économie de grandir, d'évoluer à travers le temps. Donc ce personnage, certes, on est au 19e siècle, on est au 20e siècle, c'est l'effervescence du capitalisme, mais cet entrepreneur schumpeterien est intéressé par le gain, clairement, sauf qu'il est relié au 2e degré. Ce qui l'intéresse en premier, c'est la joie qu'il va dégager de la combinaison qu'il a pu bricoler ici et là pour pouvoir offrir un produit à l'économie qui est différent, qui est novateur. Donc, la première caractéristique d'un innovateur social, c'est ce brin d'innovation qu'il va aller chercher. L'innovateur schumpeterien est particulier. Pourquoi? Parce que il a su détecter, déceler quelque chose, une opportunité. Cette chose, c'est l'opportunité qui existe sur un marché que les autres n'ont pas pu déceler. Déjà, il est unique, il est précurseur et il possède des caractéristiques qui sont différentes. Donc, tu parlais tout à l'heure des hommes et des femmes d'innovation sociale. Il faut savoir, quand on parle d'innovation, quand on parle d'entrepreneuriat, ça n'a pas toujours été le cas. C'était conjugué au masculin. Donc, l'entrepreneuriat et l'innovation, quand on parlait de ces deux idées-là, c'était juste un homme qui innove, un homme qui entreprend. Sauf que une nouvelle grille d'analyse du phénomène entrepreneurial s'est développée dans les années 80-90. On a commencé à se poser la question, mais il n'y a pas un gène d'entrepreneuriat. Donc, quand monsieur arrive à entreprendre, madame, elle est capable d'entreprendre. Pourquoi négliger la jante féminine? Pourquoi ne pas faire cette équité genre au sein de l'entrepreneuriat et l'innovation? Et de là où plusieurs études ont commencé à émerger, on a commencé à s'attarder sur le profil féminin. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire? Pourquoi ils le font pas? Et on s'est rendu compte que, bien évidemment, il y a le poids des structures sociales, le poids de la culture, le poids du système. Donc, ces points-là peuvent entraver la femme et ne pas la pousser à avoir juste l'idée d'entreprendre. La femme ne va pas entreprendre parce que dans la culture, dans les valeurs,
Elle n'est pas supposée faire ça. Elle doit s'occuper de son foyer, la vie de couple, les enfants, etc. Entreprendre, c'était masculin parce que l'homme, il est supposé aller travailler. Donc, automatiquement, c'est lui qui entreprend, c'est lui qui innove. Mais comme je disais, les années 80-90, la donne a changé. Donc, on a commencé à parler de l'innovateur, celui qui s'engage, de l'entrepreneur comme étant un être qui est asexué et qui n'est pas dépendant de ces contraintes qui sont sociales et culturelles. Donc de là, bien évidemment, on arrive à un entrepreneur homme ou femme qui est engagé, qui est motivé, qui est agile, qui peut aller chercher les opportunités où elles existent, qui veut changer le monde autour de lui. Parce que quand on parle d'innovation sociale tout le temps, c'est une histoire de cœur. Je suis engagé parce que je veux le faire. Et l'innovation sociale, par définition, elle est enracinée dans un territoire. Donc l'innovateur ou l'engagé qui va s'engager dans cette dynamique, il connaît son entourage, il est curieux. Il s'intéresse aux problématiques autour de lui qui ne trouvent pas de porteurs, qui sont là, qui sont pas résolus. Donc c'est ça qui va le pousser à innover, à aller de l'avant. Et quand on est alimenté par cette passion, par ce désir de changer le monde qui nous entoure, on est engagé automatiquement. On ne va pas chercher les excuses ou les raisons pour le faire, mais on le fait parce que ça vient du cœur, ça vient de nous. Vous soulevez cette motivation, cet appel de cœur qui existe chez ces hommes et ces femmes de l'innovation sociale. Et là, je me tourne vers vous, Sel Azri. Quel est en général ce motivateur, ce driver de l'action? Parce que chacun il est motivé par une cause déterminée et tel que peut-être vous l'observez. Quels sont aujourd'hui les plus grands drivers, les plus grands motivateurs qui poussent les gens à être engagés socialement? Oui, actuellement, on vit un déclin d'un processus historique qui est bien sûr la globalisation et la mondialisation. On s'oriente vers une économie libérale qui a des conséquences négatives au niveau international. Ces conséquences peuvent toucher, pas de schéma classique, les pays riches et les pays pauvres, l'éveil des questions de l'écologie, de l'économie, l'inflation ou bien le chômage, les inégalités sociales. Donc, à un moment donné, on commence à avoir des problèmes qui sont très connus dans le Sud. On les voit actuellement dans les pays du Nord. Pourquoi un processus? C'est un engagement qui est exigeant de la modernité et même de la critique de postmodernité. C'est maintenant comment faire pour régulariser cette situation. Il n'y a que l'innovation. Par exemple, lorsqu'on parle de le chômage ou bien l'inflation, l'avenir actuellement, c'est l'auto-emploi. L'auto-emploi, pourquoi? Parce que c'est fini l'état de providence, même au niveau social. Donc, on est dans un esprit de créativité si on veut maintenir un certain équilibre sociétal, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Et le plus important de l'innovation, l'anthropologie nous a donné des leçons. La culture, c'est pas un donné, c'est un construit. On peut le construire. C'est vrai que actuellement, c'est difficile d'en parler. Les gens cherchent toujours à rejeter leurs problèmes, mais depuis la réforme constitutionnelle de 2011, même l'intérêt général du pays, il ne dépend plus de l'État. L'intérêt général, c'est le citoyen, c'est l'entreprise, c'est l'association. Tout le monde, il est impliqué, il a une part de responsabilité. Responsabilité déontologique et morale. Donc, on ne doit pas rester les bras croisés, chacun. C'est-à-dire, on est dans l'obligation de casser l'immobilisme. Chacun doit prendre l'initiative. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement, il vient également le souligner. Par exemple, le nouveau modèle de développement stipule clairement que, par exemple, le tiers secteur ou cette économie sociale et solidaire, par exemple, est un pilier, c'est un troisième pilier qui intervient pour le nouveau modèle de développement du pays. Mais est-ce que ça veut dire, c'est Azri, parce que quelque chose que vous avez dit m'a interpellé pour vous donner la parole, est-ce que l'engagement social est un phénomène qui commence à s'agrandir ou bien c'est un phénomène qui commence à se décliner vis-à-vis de la tendance? Tu vois, je parle de la société marocaine. Qu'est-ce que vous observez?
par rapport à ce point? Non, actuellement, au contraire, on voit que on est en train de capitaliser pas mal d'expériences. C'est vrai, le contexte, parfois, il est difficile, mais ça n'empêche quand même que déjà, au niveau de la vision, on commence à tenir de la question de l'innovation en tant que question managériale d'abord. Ça fait partie de la culture de management. Il faut y croire pour penser et comment on a des expériences qui sont solides auprès de la société civile qui gère des structures avec un grand défi, c'est vrai, mais il existe depuis 30 ans avec une masse salariale qui est énorme, avec un impact politique et social aussi qui est très rentable. Je crois que le Maroc, il est avancé par rapport à pas mal de pays dans ce sens. Par contre, il y a un petit problème, c'est que l'université ne suit pas. Il ne suit pas en termes de recherche et en termes de collecte d'informations sur l'engagement social. D'ailleurs, on va revenir là-dessus, le troisième axe, pour parler de comment faire pour soutenir ces hommes et ces femmes de l'innovation sociale. Si Younes Ouezri, je m'intéresse particulièrement à l'entrepreneur que vous êtes. C'est-à-dire à un certain moment, vous avez eu un call, un appel qui vous a poussé à monter votre boîte et à travailler dans un projet qui a quand même un impact social indéniable. Le driver de l'action, il est venu d'où? Comment est-ce que l'idée est venue? Et par la suite, vous pouvez généraliser sur en général comment un innovateur social s'engage. Le driver initial, c'est Ayman, m'est venu quand j'étais encore un élève ingénieur à l'école Hassaniya des travaux publics. Et je me suis senti comme étant une personne qui est privilégiée d'avoir la possibilité de terminer ses études supérieures. Et le fait que je me sentais de cette manière, je sentais également en parallèle une responsabilité pour redonner à la société marocaine ce qu'il m'a donné comme privilège. Et du coup, c'est à partir de là, et à partir de pas mal de voyages que j'ai eu l'occasion de faire dans le Maroc profond, dans des villages où les gens n'avaient pas l'accès à l'éducation, que ce soit au collège ou bien même parfois l'éducation primaire, je me suis dit que il faut que je redonne quelque chose à la société. C'est à partir de là que je me suis focalisé sur une problématique qui relate de mon expertise, celui de la construction, pour proposer de l'infrastructure qui ouvre une panoplie de problématiques, celle de l'éducation, de l'accès à l'habitat et même de l'infrastructure pour la santé, et de redonner un brin d'espoir à ces gens qui n'avaient pas le même privilège que moi, pour que je puisse terminer mes études et jouir des avantages sociaux qui en découlent. Donc l'appel il est venu à un stade intéressant qui est les études universitaires. Effectivement. Et est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de jeunes à l'université qui veulent lancer leur initiative, qui veulent lancer leur projet, leur start-up? C'est une mentalité qui commence à se développer petit à petit avec l'arrivée de certains mouvements, des associations et des clubs qui font la promotion de l'entrepreneuriat social. Et je cite en l'occurrence le club ou l'association à travers laquelle j'ai eu ce déclic, celle d'Enactus. Je faisais partie de l'association Enactus de l'école Hassaniya des travaux publics. Et mon équipe et moi-même travaillaient sur la thématique de la construction écologique, mais il y avait d'autres projets qui traitaient d'autres thématiques. Il y a celle de l'accès au bon hygiène, l'accès à la nourriture, le développement des infrastructures routières. Il y avait une panoplie de projets qui avaient cette vocation sociale et qui avaient également en parallèle de la création de l'impact environnemental et économique. Donc, je crois que l'université marocaine est parmi les hubs sur lesquels il faut qu'on mette le focus pour qu'on développe cette mentalité. Et à partir de là, on a une mentalité qui est bien établie par rapport à l'innovation sociale. On aura bien évidemment et d'une manière très logique et très fluide la création de profils d'innovateurs sociaux ou bien d'entrepreneurs sociaux. Donc, dès que les conditions un peu sont réunies, sont favorables, automatiquement, nous avons une usine de production d'innovateurs sociaux. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ces gens engagés, aujourd'hui au Maroc, c'est vrai, nous avons une multitude de projets et une multitude d'initiatives. Ceux qui montent des associations, ceux qui montent des coopératives, ceux qui créent des entreprises
en attendant la définition exacte d'une entreprise sociale, mais ceux qui font modèle start-up classique ou la modèle entreprise classique. C'est-à-dire que les formes d'expression de l'innovation, elles sont multiples. Et je me tourne vers vous, Madame Mahil, par rapport à ce sens. Lorsque vous faites vos recherches sur le terrain, ou ce qu'on appelle la recherche-action, quelle est la catégorie la plus prépondérante, je dirais, entre ces différentes formes, qui est le plus adaptée, je dirais, au profil de l'innovateur social marocain? Voilà. Donc, parler d'innovation sociale, je vais toujours retourner en arrière. Quand on est sur le terrain, on se rend compte, d'ailleurs les études l'ont démontré, que l'innovation sociale au Maroc n'est pas assez récente. Elle remonte à très 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 loin. D'ailleurs, si on revient par exemple, il y a la province, la vallée d'Aït-Bougmez, dans la vallée d'Aït-Bougmez dans la région d'Azilal, province d'Azilal. C'est une vallée qui a connu l'innovation sociale il y a plusieurs générations. Sauf que c'était pas labellisé, étiqueté innovation sociale, c'était juste des pratiques qui étaient encastrées dans la culture, dans les traditions, etc. Notamment le principe de l'Agdal. C'est un arsenal qui est agro-pastoral, qui permet la gestion des propriétés d'une manière qui est assez non conventionnelle. Par exemple, il y avait une myriade de règles qui régissaient la vie en communauté. Il y avait un comité constitué des représentants de tous les villageois qui prenaient les grandes décisions stratégiques. Il y avait pareillement, comme je disais, des règles tout à l'heure. Ces règles, s'ils étaient enfreintes, il y avait des sanctions qui pouvaient tomber sur la tête des personnes qui ne respectaient pas ces engagements qui étaient illicites, qui étaient non écrits, sauf que c'était une convention collective. Donc, comme je disais, l'innovation sociale n'est pas récente au Maroc. De nos jours, bien évidemment, avec les soucis actuels, avec les problématiques que vous avez citées, c'est Mohamed. Donc, l'innovation sociale, il faut un saut qui est qualitatif. On veut certes plus d'innovateurs sociaux, mais on veut de la qualité dans l'innovation sociale actuelle. On veut que ça soit accompagné, on veut que ça soit promu, on veut que les gens connaissent ce qu'est l'innovation sociale. Tout à l'heure, vous parliez de l'université. Donc, les jeunes ont besoin de plus d'espace d'expression. Donc, quand je dis innovation, innover, c'est pas un moule. L'innovation, elle peut être du chaos. Il faut beaucoup d'espace d'expression pour faire de l'innovation sociale. Si cet espace, il est restreint, bien évidemment, espace restreint et innovation, ça colle pas. Donc, donner plus d'espace à ces jeux-là. Et bien évidemment, comme j'ai dit, il y a beaucoup de soucis. Vous avez noté tout à l'heure des problèmes tels que l'autonomisation des femmes, l'autonomie alimentaire, la mobilité douce, les problèmes de santé, d'éducation, et j'en passe. D'un autre côté, il y a les problèmes climatiques, il y a le problème, le recyclage, la gestion des déchets, etc. Donc, toutes ces panoplies, cette myriade d'enjeux qui nous entourent, ils poussent bien évidemment les jeunes, les moins jeunes, etc., les innovateurs sociaux à aller de l'avant, à penser à trouver une solution. Vous avez dit tout à l'heure que l'innovation sociale est une troisième voie qui est nécessaire. Donc, on peut plus compter sur le public, le privé pour porter certaines problématiques. Donc, la main, elle est donnée aux innovateurs sociaux pour que ces innovateurs sociaux aillent de l'avant, pour qu'ils excellent dans ces domaines qui sont problématiques, où il n'y a pas de solution. Il faut les aider. Il faut ouvrir la voie. Il faut la préparer, cette voie-là, pour qu'ils aillent de l'avant et qu'ils présentent des solutions qu'on attend d'eux. Par rapport à ce point de vue. Oui, vue, bien sûr. Je vais bien ajouter le côté professionnel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de management, on n'est pas dans la sensation, mais on est dans des règles standards. On dit toujours, il y a un slogan qu'on respecte beaucoup chez nous, Fly Mash, il faut penser globalement et agir localement. Il y a des bonnes pratiques, il y a la réflexion scientifique aussi. Donc, c'est inconstruit. Les formes traditionnelles, elles existent, mais sont dépassées actuellement. Liées le Kabila, le Zawiya, on peut pas. Maintenant, il faut se projeter dans le temps avec une trilogie qui est viser, expliquer et agir. Parce qu'il y a des expériences qui sont là, mais pour assurer leur pérennité et leur impact, ça demande, ça demande l'accompagnement. On n'est plus dans l'assistanat, dans l'aide, mais on est dans l'accompagnement au niveau de projet de vie. C'est-à-dire, une femme qui a eu l'idée de créer un projet, c'est dans ce sens, c'est-à-dire comment on peut mobiliser la femme en tant que situation sociale vis-à-vis de quoi? De droit international, de contexte, et voir toucher le problème au fond. Parfois, en jeu, finalement, on se trouve devant des slogans de communication,
et avec un peu d'action qui mène nulle part. Mais le besoin actuellement, tout ça démarre par l'université au niveau de formation. On a besoin pour faire de l'innovation, on a besoin de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça passe dans des lieux de formation. C'est l'université qui doit être le levier dans ce sens pour changer les mentalités de nos jeunes qui n'auraient pas. C'est ça ce qui est grave. Et on ne peut pas parler d'innovation sans rêve. Nous, notre expérience au niveau du groupe AMH, si on n'a pas rêvé, on n'aurait dû pas avoir un peu. Donc il faut rêver et prendre le risque aussi. C'est ça qui est très important. Je disais tout à l'heure, c'est donner plus d'espace à ces jeunes-là. Voilà. On a fait l'expérimentation au sein de notre faculté. Donc on a beaucoup de clubs d'étudiants. Ils sont libres de s'exprimer comme ils le désirent. Et ça donne bien évidemment des personnes, une fois graduées avec la licence en poche, c'est des personnes qui ne chantent pas, qui vont trouver facilement, soit ils vont faire de l'auto-entrepreneuriat, ils vont créer de l'emploi, soit ils vont vers des entreprises où ils vont insuffler cet esprit d'innovation. Donc, comme je disais, l'innovation, c'est pas un processus qui est linéaire. Donc, c'est pas une boîte noire. C'est un processus qui évolue à travers le temps. On doit accompagner ces jeunes-là à travers l'université clairement, mais aussi à la question de culture. Il faut un changement de mindset et de culture. L'université, certainement, elle a un rôle principal d'y contribuer, mais il y a également d'autres acteurs. Et les autres acteurs, le secteur privé, l'entreprise privée, l'État avec toutes ses administrations et ses collectivités territoriales, les organisations internationales aussi qui œuvrent pour la question. Donc, si vous dites, comment renforcer la collaboration entre ces différents acteurs pour donner un cadre favorable à ces hommes et femmes de l'innovation sociale? Comment est-ce qu'on peut renforcer le travail de collaboration entre les acteurs? Parce qu'apparemment, chacun travaille dans son petit silo à part, chacun propose des produits, des terrains et des incubateurs et des programmes à part, mais en fin de compte, il n'y a pas de convergence. Comment pouvoir la renforcer? Alors là, vous l'avez dit, Ayman, c'est que chacun travaille dans son petit coin. Et peut-être que la réflexion globale avec du recul doit porter sur le fait de créer des synergies. Il faut clarifier les liens entre les différents intervenants. Quand on parle par exemple d'un entrepreneur, tout type d'entrepreneur lambda est régi par une législation. Donc il y a le côté législatif, côté réglementation, côté autorité publique. Qui dit entrepreneur dit la partie financement. Donc il y a les bailleurs de fonds, que ce soit des banques, des investisseurs, des business angels ou bien des fonds d'investissement, qui doivent avoir la même mentalité de prise de risque dont on a parlé tout à l'heure et de suivre cet entrepreneur financièrement parlant pour qu'il puisse déployer l'innovation sociale sur le marché. Il y a d'autres intervenants qui permettent à l'entrepreneur, par exemple, d'apporter du conseil, de le guider pour faire les études de marché comme il le faut, pour qu'il puisse définir la niche sur laquelle il va travailler. Et il faut qu'il vit de son activité, tout en générant de l'impact social et environnemental en parallèle. La réflexion doit porter principalement sur comment on peut créer cette synergie entre ces différents intervenants pour qu'on puisse converger vers une activité qui relate de l'innovation sociale et qui génère de la valeur ajoutée, de l'argent. Exactement. Mais c'est surtout ce défi de lier entre les deux contraintes, la contrainte de viabilité et de durabilité financière du projet, mais également de s'assurer qu'il y ait un impact social derrière. Et cela suppose que nous devons soutenir en quelque sorte ces innovateurs. À votre avis, et la Madame Mahil, si vous le permettez, Ayman, je crois que la problématique principale, c'est par rapport au degré de la perception du risque. Quand on a un entrepreneur social ou un innovateur social, c'est quelqu'un qui prend l'aventure dans une voie qui n'est pas classique. Donc le degré de risque est beaucoup plus important par rapport à l'entrepreneuriat classique, un promoteur immobilier ou un marchand qui fait de l'activité qui est très connue depuis l'âge du temps. Il faut qu'on ait auprès des différents intervenants la même perception envers le risque. C'est-à-dire que quand on lance une initiative qui relate de l'innovation sociale, il faut qu'on prenne tous la même part du risque. On parle du bailleur du fonds, on parle des législateurs qui vont créer les lois et les réglementations. Il faut qu'on assume tous
une part de risque et qu'on soit responsables tous à pied d'égalité vers ce risque. Au cas où il y a un problème, il faut qu'on l'assume tous. Et c'est ce qui va donner une sorte de confiance à cet entrepreneur de pousser son activité vers l'avant et qu'il ne va pas se sentir seul. Parce que quand on fait face à un chemin qui n'est pas clair, c'est un chemin qui est plein de doutes. Et il faut quelqu'un qui nous épaule pour qu'on puisse avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et ça va se faire à travers, soi-disant, démocratiser la perception du risque pour avoir le même niveau d'intervention vis-à-vis le risque en général. C'est-à-dire que l'entrepreneur social ou cet innovateur social ne doit pas vivre l'expérience en mode solitaire, avec toute la solitude de l'entrepreneuriat social qu'elle génère, mais il faudrait qu'il y ait, je ne dirais pas, mais plutôt un filet de soutien composé de plusieurs acteurs pour dire que nous sommes là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous aider, etc. D'ailleurs, en parlant de soutien, c'est l'Azri, aujourd'hui, comment est-ce qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Qu'est-ce qu'on peut donner en tant qu'écosystème? Et là, réfléchissons d'une manière très, très générique et très globale. Quelles sont les choses dont ces hommes et femmes de l'innovation sociale ont besoin et comment est-ce qu'on peut leur offrir cela? Déjà, d'abord, on peut pas élargir cet esprit d'innovation si on n'arrive pas à développer l'approche territoriale. Ça, c'est très important. Parmi les définitions qu'on donne au territoire, bien sûr, c'est l'intersection de tous les acteurs. Un jeune promoteur qui s'investit dans l'économie solidaire, il a besoin d'être soutenu, mais à la base d'un processus de régulation sociale. Dans ce processus, tout le monde doit intervenir, c'est-à-dire le secteur privé, les élus, l'État, la société civile. Mais laisser les jeunes avec uniquement des slogans de cet esprit d'innovation, mais sans action, sans action, bien sûr, ça va péter. Pourquoi? Parce que on est dans l'économie. La différence, c'est-à-dire on doit utiliser tout l'esprit d'entreprise pour manager. C'est vrai, dans l'économie solidaire, on donne la priorité à l'humain d'abord, parce qu'on cherche pas, on cherche pas les objectifs qui sont lucratifs à 100%, mais on peut chercher des objectifs lucratifs, mais qui seront régénérés pour le social. Pour être réinvesti dans voilà, le social. c'est le modèle économique qui existe au niveau 1, au niveau. Mais actuellement, lorsque tu vois un jeune qui s'est investi, qui a les mêmes charges d'une entreprise, même au niveau de fisc, il est traité, en tant qu'entreprise. Donc finalement, on parle des projets. Or, prenons le cas des personnes en situation de handicap. Le conseil de la ville de Casablanca, par exemple, et la région, elle n'a pas de vision. Elle n'arrive pas à construire une vision. Pourtant, le Maroc, il a signé, ratifié une convention internationale de droits de personnes handicapées. On a la Constitution, l'article 34, qui interdit toute discrimination basée sur le handicap, mais au niveau de politique publique, on n'a pas des outils qui aident, par exemple, un citoyen qui a le fibre ou bien la sensibilité de faire quelque chose pour cette population. Mais s'il le choisit, déjà, c'est par amour, mais il y a des contraintes. Et tant qu'on travaille pas au niveau territorial, c'est difficile d'envisager. Et on le trouve, je cite, à titre d'exemple, une maman, elle a vu une autre maman d'un enfant IMC, McDo. Et là, elle n'arrête pas de la regarder pendant 2 heures. Tout son temps, il est donné à son fils. La question commence à travailler. Lorsqu'il est revenu à la maison, il a invité ses amis.
Il a insisté, je dois faire quelque chose pour cette dame. Un besoin. Ils ont créé un projet associatif de rien. Parce qu'ils ont rêvé, c'est quoi? L'objectif de soulager les mamans qui ont un enfant MC pendant le week-end. Maintenant, c'est une fédération qui est structurée, qui existe actuellement. Mais il y a l'environnement. Si on n'a pas des points qui renforcent nos idées, il est difficile parfois de faire le chemin tout seul. C'est vrai, c'est vrai qu'il faudrait s'allier soit à des gens qui partagent les mêmes convictions que nous ou des organisations qui croient en nous. Et vous avez soulevé un point très important, c'est l'Azri, qui est le caractère régional / local de l'innovation sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un projet socialement innovant, il est fait pour couvrir le territoire national. En général, c'est pour servir une communauté avec des besoins spécifiques dans une localité déterminée. Est-ce que vos recherches, Madame Mehli, dans ce sens, confirment cette tendance qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'innovation sociale, elle est territoriale? Exact. L'innovation sociale, déjà, elle est enracinée dans un territoire. On ne peut pas calquer une innovation sociale qui est réussie dans un territoire XY sur un autre territoire. Donc, chaque innovation sociale est particulière. La particularité du territoire, la particularité de l'écosystème qui entoure cette innovation sociale, le sujet même de cette innovation sociale. Donc, on ne peut pas parler d'innovation sociale au pluriel, elle est singulière. Singulière de cette manière de la traiter différemment, dépendamment, comme je disais, du contexte, de l'écosystème, de la nature de la thématique à traiter, etc. Donc, le copier-coller ne marche pas en innovation sociale. D'ailleurs, l'essence même de l'innovation sociale, c'est qu'elle est particulière. Elle change d'une réalité à une autre. Donc, tout à l'heure, Ayman, tu abordais, tu demandais comment pourrait-on aider les innovateurs sociaux. Donc, c'est la nécessité d'un système d'innovation sociale. Tout à l'heure, on se disait qu'il y a des initiatives qui sont dispersées ici et là, qui ne communiquent pas entre elles. Donc, il faut qu'il y ait un système global d'innovation sociale qui va donner ce petit insight sur l'ensemble des initiatives pour qu'on essaie de collaborer, de transposer les réalisations d'ici à de l'autre côté, d'essayer de comparer, de faire un benchmark, de se compléter, etc., de manière à ce que tous les innovateurs sociaux soient inclus dans un même système et qu'ils aient la même vision du monde. Et ça va aider, bien évidemment, à faire tisser des liens. Parce que travailler en réseau, c'est très important quand on fait de l'innovation sociale. On peut pas être seul. Travailler en silo et en solo, ça marche pas. Ça donne pas de l'innovation. Si je le fais tout seul, d'ailleurs, l'essence même de l'innovation sociale, c'est la primauté du collectif sur l'individuel. Je fais des choses pour ma collectivité, pour mon territoire, etc. Donc, je dois m'allier, je dois m'associer avec d'autres acteurs, avec d'autres parties prenantes, mon écosystème, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Donc, une autre manière d'aider, c'est la notion de la culture que j'ai abordée tout à l'heure. Donc, il faut sortir des sentiers battus. Donc, tout à l'heure, on a parlé des jeunes, mais l'innovation sociale pourrait être faite par des moins jeunes, pareillement. Donc, les jeunes, il y a le cadre classique, études, diplôme, entreprise. Il faut sortir de ce schéma qui est classique, le déconstruire, et pousser les jeunes à aller de l'avant, à créer de l'emploi. Je suis jeune, je vais pas chercher un État qui déclare sa défaillance au niveau de certains secteurs. Je vais pas aller demander à l'État de m'embaucher. Je dois créer de l'emploi par moi-même, et en même temps, je suis en train de résoudre une problématique qui est restée là depuis longtemps sans solution. Donc, le changement de mindset, le changement de la culture, de la manière de penser, doit aider énormément à faire ériger cette culture d'innovation sociale. Quand je dis culture, elle doit être, on doit la retrouver dans les institutions comme dans les organisations, dans le secteur public, privé, au sein de la société civile, de manière à pousser tout ce beau monde à travailler ensemble, à penser l'innovation sociale comme étant sérieux. C'est pas juste une roue de secours que je vais ressortir au cas où. Quand il y a problème, ok, on va voir si côté innovation sociale il y a une solution. Non. C'est une solution pérenne qui doit être là et c'est ça qui va aider à faire évoluer les choses, à changer les choses. Absolument. Oui, si vous voulez, par la suite je reviendrai vers vous aussi. Un point qui traite de la culture. Parlant de la culture marocaine, il faut qu'on décortique bien évidemment le modèle de succès dans la société. On a tendance à mettre une étiquette d'une success story, d'une personne qui a suivi ses études, qui s'est employée, qui génère de l'argent, qui a une maison, une voiture, une famille. Si on arrive à décortiquer cette image et de la redéfinir en laissant l'étendue d'avoir la possibilité de plusieurs définitions. Il n'y a pas qu'un seul modèle de succès, mais il y en a plusieurs.
Et parmi ces modèles de succès, il y a celui de l'innovateur social. Ça, de un. De deux, quand on parle de la culture marocaine, il faut qu'on se réconcilie avec la notion de l'échec. Pour nous, l'échec, si on tente quelque chose, si on fait une initiative et que ça tombe à l'échec, c'est mal perçu de la part de la société marocaine. Alors qu'il faut qu'on redéfinisse cette perception en voyant la chose comme étant une expérience d'apprentissage qui va nous mener à une deuxième expérience, troisième expérience, énième expérience qui sera réussie dans le futur. Et c'est un cumul qui construit la personnalité de l'individu qui lui permettra d'aller de l'avant d'une manière beaucoup plus efficace par rapport à ce qu'il entreprend comme innovation sociale. C'est Abdel, vous aviez un commentaire? Oui, je suis entièrement d'accord avec vos propos. Juste, j'aimerais bien signaler que le manque de cette synergie au niveau régional, ou bien au niveau local, et parfois au niveau national, il y a un risque de perdition aussi. Le duplicata de certains projets, on voit le fait de voir l'entraide nationale, le tissu associatif, chacun, on duplique les mêmes projets dont on n'a pas besoin. Depuis des dizaines d'années. Donc on revient à la trilogie viser et expliquer et agir. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas, on pense pas du point de vue territorial, il est très difficile de maîtriser l'enjeu au niveau de divers acteurs et au niveau de l'agenda national politique, parce qu'on parle finalement d'une politique publique qui a ses règles, et au niveau de nos engagements, actuellement, le grand problème, c'est le droit international des droits de l'homme. Le Maroc, il a signé et ratifié pas mal de conventions, donc il est censé de présenter des rapports dans ce sens. Et nous, on a les moyens parfois de le faire, et l'expérience a prouvé, c'est pas question d'argent. Il y a question de vision aussi, et de classement, une visibilité qui est claire, avec bien sûr la dimension qui est très 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 importante, c'est la déontologie. Et nous, on déclare des valeurs, mais on ne le construit pas. En tout cas, on ne construit pas autour de cette valeur. Voilà, c'est ça le fond du problème. Je voudrais juste rebondir sur un point qui est abordé par mon collègue, c'est les success stories et les histoires d'échecs. Il y a beaucoup de success stories en innovation sociale, sauf qu'elles ne sont pas écrites. Il faut écrire ces histoires. Parce qu'il y aura de la déperdition. Personne ne saura ce qui est fait en innovation sociale. Il y a des efforts qui sont consentis ici et là, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Au sein de la chaire, nous travaillons sur des études de cas, nous essayons de les écrire, de documenter, d'aller sur le terrain, etc. Mais il faut qu'il y ait davantage d'histoires écrites, non uniquement mises en œuvre, mais écrites, pour pousser les jeunes à voir réellement ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On documente, on vulgarise. Et aussi les échecs. L'échec, en soi, c'est un apprentissage. Donc j'échoue, mais c'est un tremplin qui va me permettre d'aller de l'avant, raconter les histoires d'échecs et accompagner les innovateurs sociaux. Parce que se lancer en innovation sociale, je vais pas demain faire de l'impact ou après-demain. Peut-être que je vais échouer au milieu de chemin, au début de chemin, après 3-4 ans. Il faut les accompagner tout au long du processus. C'est pas un accompagnement au démarrage. Certes, il le faut, mais tout au long du processus. Ne pas laisser l'innovateur social tout seul, en train de résoudre des problématiques ici et là. Il a besoin de son écosystème, il a besoin de cet accompagnement, qu'il soit financier, qu'il soit technique, qu'il soit autre, tout au long du processus de cette innovation sociale. Et parfois, ces problématiques, je dirais carrément, ils sont d'ordre ministériel ou gouvernemental, voilà. Tellement le chantier est grand, et c'est très difficile d'imaginer quelqu'un ou un individu ou une petite organisation en train de répondre à ce besoin énorme. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle à la souplesse. C'est pas une dissidence, mais c'est plutôt une manière d'accompagner ces innovateurs. Ils ont besoin de plus de souplesse. Faire de l'innovation sociale, c'est beaucoup de problématiques à résoudre. Si à côté de ça, j'ai des complications, qu'elles soient administratives et autres, je vais pas me concentrer sur le core business, sur mon business, sur mon innovation, sur mon impact. Donc, beaucoup de souplesse, c'est ça qui va permettre à l'innovateur social d'aller de l'avant. Je vois que Mme Mahid, il a déjà entamé sa partie call to action, sa partie recommandation pour l'écosystème. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Rapidement, si vous pouvez partager avec nous vos propositions, vos recommandations, vos call to action pour l'écosystème. C'est soit pour un acteur déterminé ou pour l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire
pour soutenir davantage les hommes et les femmes de l'innovation sociale au Maroc. Et je démarre avec vous, Younes. En continuité de ce qu'a dit Madame, c'est que, à mon avis, il faut qu'on crée une conversation entre l'ensemble des innovateurs sociaux avec les législateurs et les preneurs de décision. Je prends mon cas à moi, c'est que quand j'ai introduit la notion de l'écodome ou bien de la construction en exploitant les matériaux locaux, j'ai trouvé énormément de difficultés avec les process d'autorisation, que ce soit dans les zones urbaines ou bien dans les zones rurales. Et ça nous a pris 3 à 4 ans pour converser et plaidoyer avec les autorités concernées pour qu'on puisse avoir une démarche nette et claire pour qu'on pourrait suivre pour autoriser ce type de bâtiment. Et à travers ce process de plaidoyer, personnellement, comme étant un entrepreneur social, j'ai senti que j'ai eu une déperdition dans l'effort déployé. Au lieu que je me concentre principalement sur le corps de métier, je me suis retrouvé dispersé entre un plaidoyer avec telle ou telle autorité, chercher le financement, faire avancer l'activité en soi, faire de l'opérationnel, du top management. Donc, cette dispersion nuit à l'efficacité et nuit à la génération d'impact qu'on prend tous à travers les initiatives de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que nous devons, en tout cas le législateur, soit l'hémicycle au Parlement, soit le gouvernement, doit être beaucoup plus attentif aux besoins de la société et aux besoins des innovateurs et légiférer par conséquent. Il faut qu'il suive les tendances. Quand on voit par exemple le développement des technologies durant la dernière décennie, il y a des technologies qui se développent d'une manière très rapide, mais d'un point de vue réglementaire, les gens peinent à suivre. Donc on se retrouve avec de la réglementation qui crée une barrière au développement de l'activité en soi. Exact. Donc le fait de créer cette conversation et de rendre un petit peu les choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus flexibles, ça va nous permettre d'avoir la même vitesse de développement et par rapport à tout ce qui est législation et par rapport à tout ce qui est développement d'initiatives d'entrepreneuriat social. C'est ce qui va libérer l'entrepreneur pour qu'il se focalise à 100% sur son produit, son service. Remarque juste et pertinente de Sidi Ouzri par rapport à cela. Sidi Ouzri, quelles recommandations pouvez-vous émettre pour l'écosystème ou un acteur déterminé pour soutenir davantage les innovateurs? En principe, il y a plusieurs recommandations. D'abord, je reviens toujours à l'université. D'ailleurs, vous l'avez cité. Toujours. J'allais justement rebondir par rapport à l'université en premier. Pourquoi? Parce que c'est le cursus de formation. Il doit être validé par l'université et c'est l'université qui chapeaute en termes de réflexion scientifique. Lorsqu'on parle d'innovation sociale, on pense la vulnérabilité. Déjà, on a besoin, pour mieux connaître notre société qui est en mouvement et qui demande des recherches liées aux disciplines économiques, sociales, anthropologiques, psychologiques, pour nous découvrir nous-mêmes, parce qu'on commence à être des étranges par rapport à notre société. On voit des phénomènes qui progressent d'une manière géométrique, or que les moyens restent toujours arythmiques en termes de recherche scientifique. Deuxième, c'est le territorial. C'est très important parce que on ne peut pas actuellement travailler, c'est la règle standard au niveau international, mais on ne peut pas travailler sans coordonner avec les divers acteurs. Le monsieur qui est un technicien, il n'a pas besoin de faire le plaidoyer, mais on peut avoir d'autres associations qui plaident pour les problèmes qui ont de nature... voilà. Donc, cette synergie locale, régionale et nationale, on peut gagner sur tous les plans. Déjà, au niveau de la vision, monter une vision qui est très, très, très importante dans ce sens. Et bien sûr, il y a toujours le rôle de l'État. L'État, il a un rôle très, très, très important, c'est la régulation. Là où il y a un petit problème, c'est ça. Lorsqu'on se sent qu'on a des problèmes de terrain, il faut créer des passerelles
entre la société civile, entre l'entrepreneur social, les gens qui travaillent avec l'économie solidaire en général, avec le parlementaire, l'universitaire en tant que scientifique, mais rester dans des cas qui existent actuellement, bien sûr, ça rapporte. Par rapport aux années 60, il y a un grand changement. Mais le changement, il faut toujours la voir et la mesurer au niveau de changement international. Parce que avec la globalisation, le monde ne nous attend pas. On est connecté. Soit que tu fais les choses à temps, si tu ne les fais pas à temps, le train est parti. Le train est parti. Voilà. Merci Sidi Azri pour ces recommandations. Madame Mahil, call to action. Vous avez déjà démarré. Souplesse. Donc je reviens à la souplesse. Il faut assouplir les procédures qui entourent l'innovation sociale pour permettre à cet innovateur d'aller de l'avant et de réaliser cet impact qui est généralement longitudinal. C'est-à-dire c'est pas demain qu'il va se ramasser avec l'impact, mais c'est sur des années. Donc, autre chose que j'aimerais souligner, c'est bien évidemment, comme vous disiez, le rôle de l'université. Mais l'université, on sait très bien que c'est un chantier à ciel ouvert récemment. Il y a beaucoup d'innovations qui vont s'intégrer au système universitaire pour qu'il puisse un petit peu s'apparenter de cette réalité qui l'entoure et pouvoir offrir des cours, des formations, etc., qui vont fitter avec les nouveaux besoins des jeunes pour pouvoir aller sur un marché qui n'est pas forcément un marché du privé, mais plutôt créer de l'emploi. Comment les pousser à changer ce mindset et aller de l'avant et faire de l'innovation à travers l'innovation sociale ou autre typologie d'innovation. Donc, il y a aussi une évolution qui est à deux vitesses. Comme vous avez signalé, il y a l'innovation sociale qui évolue à très grands pas. Donc, d'autres thématiques qui évoluent à grands pas, mais de l'autre côté, on voit que les mécanismes qui les accompagnent, ils sont là figés dans le temps. Donc, ces deux vitesses-là, ça permet pas d'évoluer dans un sens et être retiré vers l'arrière par des mécanismes qui n'arrivent pas à suivre. Donc, agilité, résilience et souplesse, ce sont les trois recommandations pour aller de l'avant avec l'innovation sociale. Merci Madame Mahil pour ces recommandations. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre épisode. Nous remercions chaleureusement nos invités sur le plateau des engagés. Donc, Madame Adizia Mahil, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur à l'université Hassan II, faculté de Ain Seba, et chercheur associé également au Centre de recherche économie HEM, chaire d'innovation sociale. Sioun Souazri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, fondateur et dirigeant de l'entreprise Ecodom Maroc. Effectivement. Monsieur Mohamed Azri, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un plaisir de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe AMH, enseignant-chercheur à l'université Hassan II, faculté de Belmzik, et coordinateur de la licence professionnelle des accompagnateurs sociaux. Un monde meilleur, on dit qu'un monde meilleur il se construit en général autour de beaucoup de personnes engagées. Donc, je vous demande de faire partie de la dynamique. Partagez cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions en commentaire sur les réseaux sociaux de la Fondation Abdelkader Ben Salah. Nous sommes sur LinkedIn, Facebook et également sur notre chaîne YouTube. À toutes et à tous, restez engagés.